Donc mer et espace et exploration. Comment parler de ça en 15 minutes vous allez voir, je vais vous montrer des images, je vais vous parler de choses diverses et variées. C'est pour faire réfléchir sur l'espace, l'exploration, les éléments lointains qu'on va observer et qu'on va explorer. Ça, c'est une image de couleur de l'eau faite par satellite, où on voit notamment les planctons développés, ce qui aide pas mal les pêcheurs, parce qu'on peut zoomer là-dessus et on sait où sont les zones de pêche. Alors, c'est des images, hein, je ne vais pas faire long et je ne vais pas passer du temps là-dessus. Juste ça pour vous dire pourquoi on va dans l'espace, parce que quand même on peut se poser cette question d'abord, pour qu'est-ce qu'on fait aller dans l'espace? Il y a de très nombreuses raisons pour aller dans l'espace. Je vous laisse lire, mais pour vous dire que dès le début, on a pensé espace, vol habité, homme dans l'espace et exploration. Et ce qui est curieux, c'est que dès le début des années 60, à peine on avait envoyé un homme dans l'espace, le premier satellite dans l'espace, 57, le premier homme en 61, Gagarine. Et dès le début des années 60, on a envoyé des sondes sur des planètes de notre système solaire. Donc cette logique de l'exploration, d'aller voir derrière la porte ce qui se passe, c'est vraiment ancré très profondément avec le développement du spatial. Puis ensuite, dans la liste, vous avez d'autres évidemment, utilisations du spatial ou intérêts dans l'espace qui sont plus, comme je le disais tout à l'heure, regarder notre planète, observer, mesurer et faire des télécommunications, etc. Donc vous connaissez tout ça, mais il y a vraiment plein de raisons d'aller dans l'espace et l'exploration, c'est une des premières. Alors, où est-ce qu'on va dans l'espace ? Ça, c'est juste, pas faire une offense à ceux qui connaissent ça par cœur, mais pour vous dire quand même qu'il y a deux orbites qu'il faut bien connaître. C'est l'orbite géostationnaire en bas à gauche, qui est une orbite qui permet de rester stable au-dessus d'un point de la planète. C'est tous les satellites de télécommunication, notamment, qui permettent de viser des points stables sur la Terre et de rester, de voler au-dessus de ce point et de tourner en même temps que la planète. On est à 36 000 km. Et une autre orbite qui est très utilisée, c'est la LEO, Low Earth Orbit, c'est l'orbite basse. Donc là, on est plutôt avec des satellites qui sont à 700 km d'altitude. Et comme vous voyez, plus on est bas, plus on tourne vite dans l'espace. Et donc ces satellites tournent plus vite que la Terre. Et donc quand la Terre fait un tour, eux, ils font 17, 18 tours, 20 tours, etc. Donc ils découpent la Terre en fait comme une orange. Et avec des satellites sur ces orbites-là, on peut aller observer n'importe quel point, on peut aller mesurer n'importe quel point de la planète. Donc c'est évidemment une orbite très utilisée, une orbite polaire et basse altitude, enfin autour de 700 km. Entre les deux, on a l'orbite MEO, qu'on appelle l'orbite moyenne, qui était plutôt autour de entre 10 000 et 25 000 km. Donc ça, c'est toutes les orbites liées aux satellites de positionnement, des GNSS, des Galileo, GPS, etc. Donc ça, c'est une orbite moyenne. Et puis, on a les orbites de l'exploration, qui sont les orbites biduliques que vous avez là. Ça, c'est le Soleil. Ça, vous avez des survols de la Terre, de Mars. Ça, c'est la trajectoire de Rosetta, qui est allée envoyer le petit atterrisseur Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko et qui a fait plus de 6 milliards de kilomètres pour rejoindre cette comète. Donc ça, c'est ces orbites-là qu'on utilise pour aller explorer le système solaire et au-delà, puisqu'on a maintenant des sondes qui sont sorties du système solaire. Alors plongeons. Non. Avant, je voudrais vous dire deux choses sur les questions fondamentales qu'on se pose quand on explore. Et vous allez voir que ces questions elles sont quand même tournées grandement vers nous. Les 4 questions fondamentales qui sont les questions posées dans le cadre du programme Cosmic Vision de l'ESA et qui sont les questions fondamentales qu'ont sorti les scientifiques en premier quand on explore le cosmos, le spatial. C'est d'abord quelles sont les lois fondamentales de la physique et de l'univers. On a dans les constantes, les équations qu'on a l'habitude de manipuler depuis qu'on est petit, des constantes universelles, là, ce grand G par exemple, ce petit c. C'est des constantes qui sont universelles, qui ont une valeur. Pourquoi elles ont cette valeur? Pourquoi c'est stable? Pourquoi ça ne bouge pas? Eh bien, ça, on ne sait pas. Donc, quelles sont les lois qui régissent notre monde? C'est une des grandes questions de la science aujourd'hui. Comment est apparu l'univers et comment fonctionne-t-il? Je reviendrai sur cette image qui est une image assez extraordinaire qu'a pris le satellite Planck il y a peu de temps, il y a quelques années. Comment s'est créé l'univers, comment il est apparu et comment tout ce qu'on connaît autour de nous s'est créé dans le temps. Deuxième question, il y en a 4. Les 2 autres, c'est quelles sont les conditions de formation d'une planète et l'émergence de la vie. Donc ça, c'est très tourné vers nous. Comment on est apparu, comment la vie est apparue, pourquoi nous sommes là. Et puis, comment le système solaire, qui est notre berceau de la Terre, fonctionne-t-il et comment il s'est créé. Voilà, il n'y en a pas 50. C'est les 4 questions que les scientifiques du monde entier, en se réunissant, se sont dit à quelle
questions on doit répondre dans les grands programmes d'exploration de demain. C'est ces 4 questions qui sont devant nous et que l'exploration et le spatial essaient de résoudre. Alors, c'est maintenant qu'on va plonger dans le parti exploration. Juste cette photo pour vous dire que ça, c'était quand même il y a bientôt 50 ans. C'est une vieille histoire. Hein. Alors, on ne s'en rend pas compte, ça paraît hyper moderne, ça, hein, mais c'était il y a 50 ans. Voilà. On va retourner sur la Lune, mais plus de 50 ans, peut-être 60 ans, 70 ans après. Alors évidemment, le lien, je n'avais pas le temps, mais vous mettez des poissons et puis un tuyau qui part vers le haut de la diapo, et vous voyez tout de suite des analogies avec le monde de la mer et de l'espace. Aujourd'hui, c'est ça, le vol habité, c'est la Station spatiale internationale, que connaissent bien Jean-François et Franck. Moi, je la connais bien, François. Ouais. Mais on la connaît tous bien d'une certaine façon. Avec le module Columbus, le module européen ici, le module japonais, la partie américaine et la partie russe, c'est ce qui est aujourd'hui l'élément qui constitue le support au vol habité, et au vol habité donc en orbite basse, puisque cette station donc, est en orbite basse autour de la Terre. Beaucoup de similitudes avec des sous-marins, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais le support vide d'une station spatiale, ça ressemble beaucoup à... Il y a des éléments qui sont issus directement de supports vie sous-marins, notamment côté russe, mais pas que. Et c'est aujourd'hui le outpost, le point le plus éloigné où on a des hommes qui sont dans l'espace, autour de la Terre. Je ne vais pas être exhaustif, c'est juste pour vous donner des images. J'ai 15 minutes et vous allez voir, on va passer de partout. Donc on va parcourir l'exploration et le cosmos pour vous donner quelques idées, quelques images, vous mettre quelques images dans la tête. Ça, c'est le futur. Alors aussi, j'ai mélangé des images, vous allez voir. On peut penser que c'est tout de la science-fiction, mais il y a des images, vous avez vu, qui ont 50 ans. Il y en a qui sont d'aujourd'hui, il y en a qui sont de demain proche ou de demain plus lointain. Ça, c'est demain assez proche, hein. C'est la prochaine étape, on pense, de l'exploration. Aujourd'hui, c'est vers ça que s'orientent toutes les agences en ce moment sur l'exploration. C'est la Lune, avec une station cislunaire, donc qui va tourner autour de la Lune et qui permettra soit de télécommander des robots sur la Lune parce que les hommes habiteront cette station, soit de partir d'ici pour aller se poser sur la Lune et monter des bases lunaires. Donc ça, je dirais, c'est dans les années qui viennent, après la station, on disait 2024, la Station spatiale internationale, ça ira peut-être un peu plus loin, mais d'ores et déjà, il faut concevoir ces programmes d'exploration et la prochaine étape, c'est la Lune. Alors le vol habité, la Lune, l'autre étape, c'est les astéroïdes. Donc là, on voit un peu le même véhicule que celui qu'on a vu tout à l'heure qui allait vers la Lune. Et là, il sert à autre chose. C'est-à-dire que derrière cette grande bâche, là, vous voyez, on voit peut-être mal, mais il y a un gros caillou, un astéroïde ici, là, qui menaçait la planète. Et l'idée, c'est de pouvoir à terme aller chercher ces astéroïdes ou les détourner pour éviter qu'ils ne percutent la planète. Donc c'est des choses sur lesquelles les gens réfléchissent. Alors ça, c'est du plus lointain, du plus prospectif. Heureusement, on n'a pas aujourd'hui en vue d'astéroïdes qui menacent directement notre planète, mais ça pourrait arriver. Et les moyens spatiaux permettraient demain d'aller capturer ou d'aller en tout cas détourner ces astéroïdes de leur trajectoire. Donc c'est un des objectifs du vol habité, la Lune, les astéroïdes pour les observer, mais aussi, pourquoi pas, les détourner. Mars, on a déjà des missions sur Mars, on a de nombreux robots. Le plus gros aujourd'hui, c'est un robot américain, Curiosity, sur lequel nous, le CNES, on a deux gros équipements en coopération avec les Américains et qui roule sur Mars. C'est un robot qui est gros comme une voiture, hein, et qui permet de faire plein d'expériences sur Mars. La prochaine étape pour Mars en robotique, c'est évidemment le retour d'échantillons. Donc de ramener des échantillons martiens, de les collecter de façon automatique avec des robots, de les mettre dans un véhicule qui va pouvoir décoller de Mars et s'amarrer à un véhicule en orbite autour de Mars et rentrer sur la Terre. C'est le retour d'échantillons qui est sans doute la prochaine étape de l'exploration automatique martienne. La Lune, on y revient. Tout à l'heure, on a eu cette station cislunaire. Ça, c'est plus prospectif. C'est évidemment une base et retourner sur la Lune, pas comme
On l'a vu tout à l'heure avec Buzz Aldrin pour une personne et une mission unique, mais pour monter vraiment des bases habitées, là aussi pour préparer l'exploration future de Mars avec des bases habitées permanentes sur la Lune. Ça, c'est le dernier projet d'Elon Musk, Red Dragon. Donc, c'est aller se poser sur Mars pour commencer en automatique, mais de façon très rapide. Alors, les poteaux précédentes, c'était peut-être dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Ils proposent un décollage dans les années qui viennent, 2018, 2022, pour aller se poser sur Mars. Et tout le monde rigole, évidemment, ou rigolait quand Elon Musk nous parlait de son lanceur réutilisable. Maintenant, quand Elon Musk dit « je vais partir sur Mars dans 4 ans », plus personne ne rigole. Donc on regarde ce qu'il fait attentivement. Donc ça, c'est du futur peut-être proche, de voir un vaisseau comme ça posé sur Mars. Et puis Mars, derrière, évidemment, c'est des bases habitées aussi. Si on va sur Mars, c'est pour y rester et y travailler, et y faire travailler des astronautes. Donc toute la partie habitée, qui sera répétée sans doute avant sur la Lune, sera déployée sur Mars avec des bases comme celle-ci, où on a des astronautes qui vont travailler, vivre sur la planète. Et puis qui observeront des paysages comme celui-là. Et là, je reviens dans le présent. Ça, c'était l'année dernière. C'est Churyumov-Gerasimenko. C'est ce que Philae a photographié, Rosetta a photographié de la comète et du noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko que vous avez là dans son ensemble. Donc un noyau de comète pour la première fois visité par une sonde automatique. Ça, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'était il y a 2 ans. Et c'était par une mission européenne, Rosetta, avec un lander Philae qui était allemand et français. Ça, c'est une mission sur des astéroïdes aussi, donc objectif mesurer des astéroïdes. C'est une mission japonaise avec laquelle on coopère aujourd'hui, Hayabusa, et qui est partie pour découvrir un astéroïde. Donc, toucher cet astéroïde, il y a une espèce de trompe là qui va permettre de récupérer des poussières ou des cailloux de cet astéroïde, et avec là aussi une volonté de retour d'échantillons, donc de ramener ces éléments sur la planète pour leur analyse. Mars, je reviens sur Mars, ça c'est une mission automatique qui va permettre de faire de la sismologie martienne, c'est-à-dire de mesurer les micro-vibrations de Mars pour connaître précisément quel est son noyau. Et ça, c'est une mission qui aurait dû partir cette année, mais qui est décalée dans le temps parce qu'on a eu de gros problèmes, nous, Français, sur le développement de ce tout petit élément qui est fondamental pour la mission, qui est le sismomètre qui permet de mesurer les vibrations. Et donc, ça a été décalé de 2 ans. Mais c'est le programme Exploration martien. Il y a les robots dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui roulent les rovers. Et puis, il y a ces robots, ces landers qui sont fixes et qui permettent de faire de la science sur Mars. Donc ça, c'est de la science qu'on fait aujourd'hui sur la planète Mars. JUICE, les lunes de Jupiter, on s'éloigne un peu. Là, on n'est pas sur de l'habité, on est sur de l'automatique, évidemment. Mais les lunes de Jupiter sont d'une grande importance pour l'étude de l'exploration de notre système solaire. Et donc ça, c'est une mission européenne qui a été décidée et sur laquelle on travaille en ce moment pour la conception de cette sonde qui ira explorer les lunes de Jupiter. Ça, c'est JUICE et c'est dans une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Voilà, ça passe plus. Voilà. Et ça, c'est Juno. Et Juno, c'est une mission sur des lunes de Jupiter, mais ça, on n'est pas dans le futur lointain. Ça, c'est le 5 juillet de cette année que cette sonde va se mettre en orbite autour de Jupiter et autour des lunes de Jupiter. Donc ça, c'est du présent. Et c'est aujourd'hui dans l'espace, comme ça. Évidemment, on ne peut pas la photographier comme ça, mais ça se passe effectivement comme ça en ce moment autour de Jupiter. Ça, c'est Vénus. Vénus, c'est une planète avec de l'atmosphère et beaucoup de nuages.
Et on étudie la possibilité, alors le Vénus a été étudié par les Russes dès le début de l'exploration spatiale, mais on étudie la possibilité aujourd'hui d'aller étudier sa haute atmosphère et ses nuages avec des ballons. On a de plus en plus de capacités pour développer des ballons sur les agences spatiales, et le CNES en particulier a une grande capacité pour développer des ballons. Et donc on développe aujourd'hui des projets de ballons pour aller explorer l'atmosphère de Vénus. Alors on se rapproche de l'océan et de la mer, mais ça c'est une mer de méthane, et c'est une mer de méthane sur Titan, qui est un satellite de Saturne que vous avez au fond là, et sur lequel on a un projet d'exploration de Titan. On s'est déjà posé sur Titan, donc ça, il y a déjà eu des missions spatiales qui se sont posées sur Titan. On a eu des photos du posé d'une sonde sur Titan, c'était assez extraordinaire il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a ces missions qui sont très spécifiques, avec, vous avez un élément qui va se poser sur la mer de méthane, et puis un ballon et un relais qui va rester en orbite pour étudier donc Titan et ses océans de méthane. Et alors ça, c'est encore un peu plus prospectif, mais c'est un robot qu'étudie la NASA, ça s'appelle un robot Calmar, et c'est pour étudier les océans. Parce qu'on a des lunes de Jupiter, alors ça c'est Europe, c'est une grosse lune de Jupiter, il y a Ganymède aussi sur Jupiter, et il y a Encelade autour de Saturne, qui sont des lunes de notre système solaire autour de Jupiter ou de Saturne, qui ont des océans, on le sait, des océans d'eau salée. Par contre, elles sont sous des couches de glace assez importantes, et donc tout l'enjeu, c'est d'envoyer des robots vers ces lunes, de les faire se poser sur ces lunes. Donc ça, on l'a déjà fait, on sait le faire, et de faire en sorte que ces robots puissent creuser la glace et entrer dans l'océan sous la glace et explorer l'océan et envoyer les données de l'exploration de cet océan vers la Terre. Ça, c'est vraiment le Graal aujourd'hui des gens qui essaient de réfléchir sur l'exploration du système solaire, de pouvoir savoir ce qui se passe dans ces océans, parce qu'on sait qu'ils existent, mais on ne sait vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur, et tous les gens aimeraient. Ça, je ne vais pas dire, mais c'est des pressions élevées avec des effets de marée gigantesques autour de Jupiter. Donc, c'est vraiment des atmosphères et des ambiances très, très, très difficiles à maîtriser. Mais une fois de plus, c'est ma présentation. C'est-à-dire je varie entre du très prospectif et du très lointain, et du aujourd'hui, comme sur Jupiter on y est allé, ou du déjà fait. Donc, on saura faire. C'est une question d'années, de temps, mais on saura explorer. Et on ira explorer les océans de notre système solaire. Alors pour aller plus loin, parce que l'exploration, ce n'est pas que envoyer des choses in situ, c'est aussi regarder. Donc je voulais vous montrer quand même quelques images de galaxies hors de notre galaxie. Donc ça, c'est une image d'Hubble. Ça, tu connais bien par contre, Hubble, Jean-François. Et c'est une image de ce fabuleux télescope qui nous a donné des images extraordinaires du cosmos. Et puis, quand on regarde loin dans l'espace, on regarde loin dans le temps. Parce que comme le fameux C que je vous ai montré tout à l'heure a une valeur finie, plus on regarde loin, plus la lumière a mis du temps puisqu'elle avance à vitesse finie pour nous arriver. Et donc, si vous regardiez à 1 milliard d'années-lumière, eh bien, vous voyez ce qui s'est passé il y a 1 milliard d'années. Et on a, depuis quelques années, et ça aussi c'est une mission européenne, la France était au cœur de cette mission, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, cette image extraordinaire qui est l'image la plus lointaine qu'on ait de notre cosmos. Donc ça, c'est notre cosmos quand il avait 380 000 ans, donc c'est rien du tout par rapport aux 15 milliards d'années qu'il a aujourd'hui. Pour vous donner une analogie, si la vie, l'ensemble du temps de vie de l'univers, c'est vous ramenez ça à une journée, donc depuis que l'univers a été créé il y a une journée, là, on est en train de regarder les 2 premières secondes de l'univers. Et en fait, on regarde cette première lumière de l'univers parce que c'est le moment, ça je zoome, et on peut zoomer, c'est des images extraordinaires qu'a fait Planck, c'est le moment où l'univers est devenu visible, c'est-à-dire où les photons ont pu se propager dans le cosmos. Avant, c'était trop dense et les photons ne pouvaient pas se propager, donc étaient piégés, et l'univers était complètement noir, donc on ne peut pas l'observer. Et ça, c'est la première lumière de l'univers. C'est l'univers le plus lointain dans le temps et dans l'espace qu'on ait pu observer, donc il y a grosso modo 15 milliards d'années. Et ces inhomogénéités, pourquoi tout n'était pas homogène à ce moment-là, et pourquoi on avait déjà ces inhomogénéités au niveau de la matière,
Ça, c'est inexplicable aujourd'hui pour les scientifiques et on étudie ça de façon très, très approfondie. Donc, c'est une image assez extraordinaire due aux scientifiques européens et qu'on a depuis quelque temps, depuis très peu de temps. Et puis, comme toujours, et je vous ai dit quand même que je vous en parlerai, quand on regarde loin, quand on regarde plus loin et quand on regarde encore plus loin, souvent on revient sur soi-même. Et donc ça, c'est aussi une vision que permettent les satellites de notre Terre et de changer un peu le paradigme. Le spatial a changé le paradigme de l'observation de notre planète parce qu'on peut la voir dans son ensemble. Les scientifiques peuvent observer la Terre comme on observe un objet, alors qu'on a été collé le nez dessus pendant des millions d'années. On a pu prendre du recul et ça change énormément de choses dans la vision et dans l'étude de notre planète. Donc là, je vous remets la fameuse courbe de la hauteur, de la montée de la hauteur des eaux, hein, que vous connaissez bien, les 3 mm par an de montée des eaux. Mais sur la partie gauche, vous voyez l'inhomogénéité de cette montée. C'est-à-dire que là, vous avez des endroits où ça monte beaucoup, et puis des endroits où ça baisse. Donc si vous mettez un marégraphe ici, puis un ici, et puis un ailleurs, vous allez avoir des données complètement hétérogènes, et on n'y comprendra pas grand-chose. Cette vision globale de la planète change complètement le paradigme pour les scientifiques de l'étude de la planète. Et avec tous les paramètres qu'on sait mesurer aujourd'hui, il y a énormément donc de services qui se développent autour de la vision de cette planète. Et puis quand on zoome encore un peu, parce qu'on revient sur Terre, on voit tout ça. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a d'autres colloques qui viendront après celui-là pour parler espace et mer et marin, parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux. Je vous parlais tout à l'heure de la pêche. On sait mesurer depuis l'espace la hauteur de l'eau à 1 millimètre près. La hauteur de l'eau, c'est les courants. On sait mesurer la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, c'est le plancton. On sait mesurer la température de l'eau. Donc on sait guider les pêcheurs vers les bancs de poissons. Et on sait aider à la pêche. On sait équiper les bateaux pour suivre, parce que pour guider les pêcheurs vers les bancs de poissons, on équipe leurs bateaux. Donc du coup, on sait quand ils vont pêcher, s'ils font de la pêche illégale, on les surveille aussi. Donc il y a le lien pêche légale, aide et pêche illégale, qui est fait depuis l'espace. Le transport maritime, il n'y a pas beaucoup d'équipages aujourd'hui qui, quand ils embarquent sur un cargo, demandent d'abord s'ils vont avoir Internet à bord. Donc tous les aspects télécommunications, e-learning à bord des bateaux, c'est fondamental aujourd'hui pour le transport maritime. Bien évidemment, avec les courants dont je vous ai parlé et la hauteur de l'eau au millimètre près et la prévision des courants, on peut optimiser la route des bateaux, donc gagner en carburant, et les armateurs sont friands de ces services-là. Tout ce qui est sécurité maritime, lutte contre la piraterie, j'en ai parlé, parce qu'en positionnant les bateaux de façon très précise avec des systèmes qui sont indétectables, les pirates qui prennent les bateaux et qui les mettent dans des criques pour les vider sont tout de suite repérés, et donc on a une baisse de la piraterie. La pollution, il n'y a rien qui se voit mieux depuis l'espace par un système radar qu'une plaque d'hydrocarbures sur la mer. Donc la lutte contre la pollution, là aussi, on a des applications très efficaces là-dessus. Et donc toutes ces applications, pour la mer, pour son exploitation et pour le marin, c'est fondamental. Et je voulais terminer quand même par la Terre, après vous avoir montré toutes ces images du cosmos, et je n'ai pas résisté quand même à vous montrer ce sur quoi vous naviguez. Parce que voilà la Terre vue comme Mars, si vous voulez, où on a enlevé toute l'eau. On a cette image qu'on a faite avec la NASA, parce qu'on a un des enjeux de demain, c'est par les satellites d'étudier non plus simplement l'eau des océans, mais aussi l'eau douce, parce qu'on a un gros enjeu, c'est l'eau douce demain pour nous tous. Et juste, je termine avec cette Terre qui est sous forme de Mars, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais où on a mis tous les océans sous forme d'une sphère. Et donc ce sur quoi vous naviguez, monsieur et mesdames les marins, c'est cette boule-là, parce que là on a toute l'eau salée qui est sur la Terre, donc toute l'eau des océans sous forme de sphère, c'est celle-là. Et puis, si on parle d'eau douce, eh bien, toute l'eau douce de la planète qui existe, toute l'eau douce de la planète, c'est cette petite sphère ici. Mais l'eau douce de la planète, il faut savoir qu'elle est principalement piégée dans les couches très profondes de notre planète, ou alors elle est sous forme de glace sur les pôles. Et donc l'eau douce qui est accessible à nous tous aujourd'hui, c'est ce point ici, là.
Donc ça, c'est l'eau douce qu'on peut utiliser, qui est accessible à nous tous. Et le gros enjeu de demain, et les satellites sur lesquels on travaille avec la NASA notamment, vont nous permettre de mesurer les hauteurs d'eau et les quantités d'eau sur l'ensemble de la planète, sur les grands lacs, les grandes rivières, les grands fleuves, et de mesurer ça en temps réel et de façon continue. Voilà, j'avais malheureusement que peu de temps. Je voulais vous montrer toutes ces images pour parcourir toutes ces idées d'exploration passées, récentes, présentes et futures. Et puis vous dire quand même qu'on reviendra ici parler d'applications pour les marins, parce qu'il y a plein d'applications du spatial liées à l'observation de la Terre. Voilà, merci beaucoup.